5 mars 1953, le monde est sous le choc. Joseph Staline vient de rendre son dernier souffle, mais l'Union soviétique, puis aujourd'hui la Russie, n'en ont pas pour autant fini avec lui et son cortège de victimes. Telle est la démonstration livrée à l'instant par ce documentaire réalisé par Denis Van Verbeek. Et nous allons y revenir avec nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau de Débat-Doc. Andrei Kosovoï est tout d'abord avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes le conseiller historique de ce film. On vous y a vu d'ailleurs pour témoigner. Vous êtes historien, spécialiste de la Russie, professeur de langue et littérature russe à l'université de Lille. Votre dernier livre s'intitule Égérie rouge, 12 femmes qui ont fait la révolution russe. C'est un ouvrage publié chez Perrin. On citera aussi les services secrets russes des tsars à Poutine. Publié, lui, chez Talandier. C'est un vrai succès, d'ailleurs. Emilia Koustova est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes historienne, maîtresse de conférences au département d'études slaves à l'université de Strasbourg, spécialiste d'histoire et de civilisation russe et soviétique. Vous êtes membre fondateur de Mémorial France, qui existe toujours, contrairement à l'association Mémorial, qui a été dissoute, on l'a vu d'ailleurs dans ce film, à la fin de l'année 2021. Et on citera, vous concernant ce livre, Déporté pour l'éternité, survivre à l'exil stalinien. C'est un ouvrage que vous avez coécrit avec Alain Blum et qui est disponible aux éditions EHESS. Et puis enfin, Stéphane Courtois est avec nous. Bienvenue à vous, Stéphane Courtois. Vous êtes historien spécialiste du communisme. Votre dernier ouvrage s'intitule, lui, Le Livre Noir de Vladimir Poutine, publié chez Robert Laffont. On va tout de suite aller à l'essentiel après ce film, après cette impossible déstalinisation. C'est effectivement ce qu'on peut constater dans cette démonstration réalisée à travers ce documentaire. Et on va en revenir tout de suite à ce fameux 20e congrès du Parti communiste soviétique. Nous sommes en février 1956, autrement dit 3 ans après la mort de Joseph Staline. C'est Nikita Khrouchtchev qui va entamer cette déstalinisation. Quel était l'intérêt de Nikita Khrouchtchev? Quel était son intérêt pour signifier la mort politique de Staline en 1956? Écoutez, Khrouchtchev, c'est quelqu'un qui a des comptes à régler avec Staline sur le plan personnel, n'est-ce pas? Et puis d'autre part, c'est quelqu'un qui est persuadé qu'il faut tourner la page des excès staliniens qu'il a bien connus, puisqu'il y a participé, il faut le rappeler. Stéphane ne me contredira pas, il a les mains couvertes de sang lui-même, Nikita Khrouchtchev, pour avoir participé notamment aux purges en Ukraine, République soviétique d'Ukraine qu'il a dirigée à la fin des années 30. Et c'est une façon de se dédouaner, bien sûr, de trouver un bouc émissaire aux problèmes qui peuvent se poser. Il annonce une nouvelle ligne pour le parti, pour le pays. Il proclame aussi, il ne faut pas l'oublier lors de ce même congrès, la coexistence pacifique, le rapprochement avec l'Occident. C'est aussi une forme de déstalinisation, puisque Staline avait présidé en quelque sorte à une ère de glaciation, de guerre froide, dont il était en grande partie responsable. Voilà. Il y a beaucoup d'intérêt pour Khrouchtchev, c'est pour lui gagner une forme de légitimité. J'imagine d'asseoir son pouvoir. Et oui, mais il y a aussi, du pays et du parti. Il faut qu'il règle ses comptes. Si vous voulez. Il faut régler ses comptes. Il faut régler ses comptes. Il y a une grande part d'humiliation. Il a été humilié à de nombreuses reprises par Staline. Il a été favori, puis il est tombé de son trône. Et puis Staline aimait bien humilier ses plus proches compagnons, n'est-ce pas? Donc il y a aussi beaucoup de choses personnelles. On pourrait faire le portrait psychologique, si on avait le temps, de Nikita Khrouchtchev. C'est quelque chose qui va se répéter, si vous voulez. Chaque nouveau dirigeant va avoir tendance à dire que le précédent a commis des erreurs graves, etc. Mais avec Staline, bien sûr, c'est un gros morceau. Alors, quel coup de tenait ce 20e congrès? D'abord, cette réunion pour déstaliniser va se passer à huis clos. Les partis frères, dont le Parti communiste français, ne feront pas partie de cette réunion, de ce discours. Il va durer 4 heures. Il dénonce pour l'essentiel le culte de la personnalité autour de Staline et non pas les crimes commis par Staline, par le système que représentait Staline. On comprend tout ça dans ce documentaire. Néanmoins, ce fut un véritable choc, un tremblement de terre
sur place à l'époque? C'est un tremblement de terre à l'extérieur de l'URSS et on verra très vite des secousses avec des mouvements de contestation très forts, des révoltes en Hongrie, en Pologne, puis un choc, une onde de choc produite à travers tous les partis communistes qui vont pas tous prendre la même position, mais c'est aussi un choc à l'intérieur du pays. Et c'est très intéressant de voir comment le gouvernement soviétique et comment Khrouchtchev, ils ont géré la publicité de ce document, puisqu'ils n'ont pas osé le rendre public et le partager avec l'ensemble de la population soviétique, mais en même temps, ils ont tenu à le faire connaître assez largement, tout en cherchant à garder le contrôle sur ce processus de circulation d'informations. Et donc, ce qu'ils font, ils vont organiser des réunions au sein des cellules du parti, au sein du Komsomol. Et donc ce texte sera lu lors de ces réunions par les responsables afin de à la fois communiquer mais aussi garder la main sur la réception de ce rapport. Et aujourd'hui, on sait, grâce aux travaux d'historiens, que cette réception a été des plus complexes et parfois des plus explosives, puisqu'il y a eu aussi un soulagement chez les uns, mais aussi des protestations, parfois des plus violentes, contre ce qui apparaît comme une critique du grand chef auquel une partie de la population soviétique reste loyale. La déstalinisation, elle a bien eu lieu sur Nikita Khrouchtchev. On va jusqu'à retirer le corps de Staline en 1961 du mausolée de la Place Rouge. On peut dire les choses comme ça. Elle a eu lieu tout de même à cette période-là, la déstalinisation, ou c'était pas aussi clair que ça? Est-ce que c'est pas un problème qui se pose aussi aujourd'hui? Ça n'était pas clair du tout, parce qu'en réalité, ce qu'il faut bien voir, et les téléspectateurs le voient dans le documentaire, tous ces hommes que vous voyez à la tribune du mausolée lors de l'enterrement de Staline, tous ces hommes que vous voyez à la tribune lors du 20e congrès, ce sont tous des gens couverts de sang des pieds à la tête. Ça a été évoqué pour Khrouchtchev, mais tous les autres, et même l'un des plus grands chefs du NKVD, c'est-à-dire de l'organe de la terreur des années 30, le général Serov, qui a sur la conscience des centaines de milliers de morts, a été nommé chef du KGB sous Khrouchtchev. Il est à la tribune. Donc tous ces hommes sont couverts de sang des pieds à la tête, ils le savent parfaitement, et il est impératif de faire une opération d'amnistie, d'auto-amnistie. C'est à ça que va servir en partie le rapport, une grande auto-amnistie. Alors on dit Khrouchtchev a condamné les crimes de Staline. Non, il a condamné quelques crimes de Staline concernant des membres du Parti communiste, et il a évoqué en une phrase la déportation des peuples du Caucase, les Tchétchènes, etc., allant jusqu'à... et là, ça montre le cynisme de tous ces gens-là, parce qu'il y avait quand même près de 1500 délégués dans cette salle, allant jusqu'à dire Staline voulait déporter tous les Ukrainiens, mais il n'a pas pu le faire parce qu'il ne savait pas où les mettre. Et là, dans le rapport officiel, entre parenthèses, il y a « rire dans la salle », ce qui est quand même stupéfiant. Bon, surtout quand on sait que Staline a, par la collectivisation forcée, fait mourir de faim environ 4 à 5 millions de paysans ukrainiens en 1932-33. Et puis il y a un autre phénomène très important qui concerne justement la société, c'est organiser une espèce d'amnésie collective. C'est-à-dire, on fait porter l'accent sur certains points, et le culte de la personnalité est une espèce de manœuvre de diversion entre nous, mais il faut organiser une espèce d'amnésie collective dans la société sur, voilà, vous avez le droit de parler de ces quelques crimes que j'ai cités, mais le reste, c'est-à-dire l'essentiel, les crimes de masse, la grande terreur de 1937-38 quand même, 1500 arrestations, 750... 1 500 000, pardon. Toujours des problèmes avec les zéros. 1 500 000, arrestations, plus de 700 000 fusillés, ouais. 700 000 déportés au goulag de manière quasi définitive. Donc voilà, toutes ces choses-là, les grandes déportations de 1939-41, polonais, baltes, bessarabiens, etc., on n'en parle pas, c'est interdit ça. Donc voilà, à partir du moment où on a mis tout ça sous le tapis, forcément la poussière va ressortir un jour.
Alors on en arrive aussi à l'ère brejnevienne, et là on apprend dans ce documentaire que Brejnev arrive au pouvoir en 64, après Nikita Khrouchtchev, et dès 1965, on reparle de Staline. Et Brejnev, lui aussi, a fait la guerre, il doit sa carrière à Staline, c'est dit dans ce film, et déjà on assiste à une forme de réhabilitation de Staline. Alors, c'est pas le même Staline, c'est le héros de guerre, là. C'est celui qui a remporté la Seconde Guerre mondiale. Absolument. Alors, effectivement, vous l'avez dit, Brejnev, l'homme qui a dirigé l'Union soviétique pendant 18 ans, de 1964 à 82, c'est quand même le deuxième mandat le plus long après Staline, n'est-ce pas, dans l'histoire soviétique. Il doit son ascension à Staline. C'est l'un des promus de Staline. Alors, Brejnev est né en 1906, il n'a pas connu la révolution. Ce qui l'a marqué, c'est effectivement, vous l'avez dit, la grande expérience de la guerre, celle qu'on appelle la Grande Guerre patriotique, 1941-45. Il est en fait l'un des seuls futurs membres du Politburo, l'organe directeur de l'URSS, à avoir été sur le front. On peut se moquer en disant qu'il n'a pas vraiment été sur le front à Stalingrad. Il a participé à un épisode mineur de la guerre, mais il a été au front, il a risqué sa vie. Cette expérience fondatrice, c'est ce qui va le pousser, si vous voulez, à faire de cette guerre un événement absolument considérable qui va progressivement, pas complètement éclipser 1917, mais petit à petit prendre l'ascendant et en tout cas qui va préparer le terrain du poutinisme, ce culte de la Grande Guerre patriotique 41-45. Et au cœur de ce culte, qui d'autre que Staline ? Staline que l'on distingue du Staline des purges, de la terreur, c'est le Staline, homme d'État, qui a permis la victoire, sans lequel le peuple soviétique tout entier, comme dit la propagande, n'aurait jamais gagné cette guerre. Ce culte de la Grande Guerre patriotique, évoqué à l'instant, va durer de Brejnev à Gorbatchev, finalement. Et jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Effectivement, sous Gorbatchev, cette remise en cause et la révision de l'histoire qui touche d'abord le stalinisme, puis la révolution et la figure de Lénine, cette révision n'épargne pas complètement la guerre, puisque on s'interroge sur les raisons des défaites soviétiques au début de la guerre, on s'interroge sur la responsabilité de Staline, on s'interroge sur le prix de la victoire, donc le prix, par exemple, de la défense de Leningrad, etc., etc. Et à ce moment-là, pendant un assez court moment, donc au début des années 90, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale passe un petit peu au second plan. Mais très vite, dès Yeltsin, sans même attendre Poutine, cette mémoire est à nouveau déterrée et Yeltsin déjà cherche à miser là-dessus pour assurer une cohésion nationale, sachant que par ailleurs, en parallèle, il appelle à la mémoire et à l'histoire de la Russie impériale en essayant donc de garder ce qui l'arrange de l'histoire soviétique et de clamer une sorte de réhabilitation de l'époque impériale. Et puis Poutine va continuer dans le même sens, mais en passant à un niveau bien supérieur, tout en gardant néanmoins une certaine ambiguïté pendant longtemps à l'égard de Staline. Alors on va venir bien sûr à Vladimir Poutine dans un instant. Restons-en un tout petit moment sur cette très longue période brejnevienne, 18 ans, vous l'avez dit, puis Andropov, puis arrivera évidemment Gorbatchev. Là c'est un héros de guerre, c'est comme ça qu'on le présente à la fois dans les livres scolaires, dans le cadre de cette grande guerre patriotique de 1945. Vous savez, tout régime politique a besoin d'un élément de légitimation. Ouais. Bon, de 1917 jusqu'à 1939, ouais. C'était Lénine. Ouais. Lénine était la grande figure tutélaire, il y avait des statues de Lénine partout. Bon. Après 1945 et la victoire sur l'Allemagne nazie, Staline prend la place, tout en prenant la précaution de toujours se présenter avec Lénine. Vous aviez toujours les deux portraits côte à côte, etc., hein, y compris dans des films de reconstitution de 1917, etc. Hein, et donc, en tout cas, en 1953 et jusqu'au fameux rapport secret, le grand homme qui légitime le régime, c'est Staline. Bon, à partir du moment où on l'enlève, et même où on le jette aux oubliettes, il faut un nouvel élément de légitimation. Ça va être Lénine.
Khrouchtchev dans son rapport... D'ailleurs, on ne déboulonnera jamais les statues de Lénine. Absolument. Elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Hein. En revanche, on aura déboulonné toutes celles de Staline après 1961. Absolument. On marque le territoire. Ouais. Néanmoins, Brejnev, il ne reconstruit pas non. Alors justement, les statues. Hein. Justement, le problème... Il ne rebaptise pas les rues qui avaient été débaptisées. Il ne rebaptise pas Stalingrad, Stalingrad. Il la baptise... voilà. Bien sûr. Mais le problème, c'est que, vu le fonctionnement du système soviétique dans les années 70, où ça devient vraiment désastreux, il faut trouver un autre élément de légitimation. Et là, c'est la guerre, effectivement, qui va être propulsée avec l'armée. L'ennui, c'est qu'à partir de 1990-91, quand l'URSS s'effondre, l'armée rouge, où est-ce qu'elle en est ? Elle a été un désastre en Afghanistan, on n'en parle plus. Bon, le parti, il a raté son putsch contre Gorbatchev, hein, et le KGB reste un petit peu la seule instance qui avait de la consistance, qui va plonger, je dirais, pour se faire oublier. Mais on sait très bien que M. Poutine est un colonel du KGB. Et donc, lui, il faut qu'il reconstitue à son tour une légitimité. Laquelle ? Eh bien, alors, la Grande Guerre patriotique. Et là, il va faire toute cette extraordinaire opération avec tous les vétérans, les fils des vétérans, etc., etc. Lui-même, ses parents ont participé à la guerre, à Leningrad, c'était très dur. Hein. Et puis, alors, il va raccrocher ça à l'histoire russe traditionnelle tsariste. Bon, hein. Et l'histoire russe traditionnelle tsariste, quelle est sa grandeur ? D'avoir battu Napoléon, par exemple. Donc, la guerre, encore une fois. On raccroche les wagons à la locomotive. Hein. Donc, au cœur de tout ça, il y a quand même le problème de trouver un principe de légitimation du régime. Hein, et à chaque fois, Lénine, puis Staline, puis à nouveau Lénine, et ensuite la Grande Guerre patriotique. Un jeune Russe de 20 ans, d'aujourd'hui, de quoi peut-il être fier de l'histoire de son pays ? 1917, ça se termine en désastre en 1991. La période stalinienne, des millions de morts. Bon, donc, il reste une seule chose, la victoire sur le nazisme. Un mot sur Boris Eltsine, et c'est promis, on va parler de Vladimir Poutine juste après. La vraie rupture, c'est quand même Boris Eltsine. Là, il est en train de construire la Fédération de Russie, sur un modèle économique d'ailleurs qui n'a plus rien à voir, hein, qui est en opposition totale avec celui qui était celui de l'Union soviétique. Là, on aurait pu se dire qu'il aurait pu, pardonnez-moi l'expression, mais achever la mémoire le fantôme, de Staline. L'ombre du commandeur. Oui. C'est ça, hein, Staline le commandeur. Alors, Boris Yeltsin, c'est quelqu'un qui est anticommuniste et qui a une hantise pendant ses 2 mandats, c'est de voir les communistes revenir au pouvoir. Il fait tout pour qu'ils ne reviennent pas au pouvoir. Son problème, c'est quoi ? Son problème numéro 1, c'est l'opposition, à la fois les communistes du KPRF de M. Zyuganov, et en même temps les nationalistes de feu Zhirinovsky. Ces 2 groupes, qui sont majoritaires au Parlement, s'unissent autour de la figure tutélaire de Staline. Pour avoir un minimum de consensus politique et social, Yeltsin doit céder du terrain. C'est un anti-stalinien, c'est un anticommuniste. À l'époque, ceux qui dominent dans le discours politique en Russie, ce sont les démocrates, les libéraux. Pour l'élection de Yeltsin en 95-96, pendant la campagne, on montre des images du régime communiste. On rappelle l'existence du goulag en disant si les communistes sont élus, vous voulez le retour du goulag. Le goulag, le stalinisme, il est noir, il est rejeté. Mais en même temps, on a ces discours du côté des communistes et des nationalistes, ce discours rampant de restalinisation qui crée un terreau, encore une fois, favorable à ce que l'on va avoir sous Poutine. Et qui crée la garantie d'une certaine stabilité politique pour Boris Eltsine. Vous Inévitablement. venez de nous l'expliquer. On va voir un extrait, un seul du film que nous avons vu précédemment. C'est celui-ci. Oliver Stone, le réalisateur américain, interview Vladimir Poutine. Nous y sommes, et nous sommes aussi en 2015. Lorsque le cinéaste Oliver Stone l'interrogeait sur Staline en 2015, Vladimir Poutine adoptait une position qu'il voulait équilibrer. Сталин был продуктом своей эпохи. Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина – это один из способов, один из путей атаки на Советский Союз и на Россию. Вот показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем какие-то родимые пятна. Ну и что?
Birthmarks. Конечно, наверное, что-то в сознании, что-то остается. Но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников. Emilia Kostova, il faut nous expliquer ce en même temps. Alors nous sommes en 2015, il y a 10 ans maintenant, il s'est passé bien des choses. Évidemment du côté de la Fédération de Russie, notamment cette guerre enclenchée en Ukraine. Décodez-nous ce qui vient d'être dit là, et de ce en même temps en réalité concernant Staline. Exactement. Dans les propos de Vladimir Poutine. Voilà. Il cherche à, il le dit, le film le dit, il cherche à garder une position d'équilibre en fait intenable, impossible, entre certes évoquer les crimes de Staline, parler des millions de victimes comme il le faisait encore en 2015, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Cette ambiguïté, elle a duré pendant toutes les années 2000, 2010, et puis c'est même avant l'agression russe à large échelle contre l'Ukraine que cette ambiguïté a commencé à céder place à une véritable réhabilitation de Staline. Donc pour moi, ça date à peu près de 2019-2020. Où vraiment on voit s'accumuler les signaux et les signes de cette restalinisation. Et donc à l'époque, en 2015, Poutine, par exemple, soutenait le projet d'ouverture d'un grand musée du Goulag à Moscou, musée qui a été ouvert. 10 ans plus tard, il a été fermé. Ça vient de se passer, ça date de novembre 2024. Il a été fermé provisoirement pour des raisons absolument ridicules de sécurité anti-incendie, comme il est d'usage de le faire en Russie. Et puis il y a la dissolution, on l'a évoqué, la dissolution de Mémorial en 2021. Alors vous représentez toujours Mémorial France sur ce plateau, mais tout de même, Mémorial, c'était cette association qui, sous Gorbatchev, avait décidé d'engager tout ce travail mémoriel autour des victimes du système soviétique et notamment de cette période stalinienne. En fait, pendant longtemps, on a cru que ce qui dérangeait en Mémorial, ce qui était dérangeant pour Poutine dans la figure de Mémorial, c'était ses activités de défense des droits humains. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement ces activités de défense des droits humains, ce sont aussi toutes ces activités de conservation de la mémoire du stalinisme et tout ce travail d'écriture d'histoire, écriture de l'histoire des victimes, mais aussi des bourreaux, et toute cette réflexion sur les responsabilités de l'État russe et soviétique dans les répressions. Tout cela dérange et tout cela a conduit à interdire les activités de Mémorial sur le territoire russe. Alors, ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'on regarde les sondages d'opinion du côté russe, cette réhabilitation fonctionne au vu de ce que sortent ces sondages. 79% de la population, en 2020, trouvait l'action de Staline tout à fait positive, par exemple, aujourd'hui. Oui, mais il faut voir quand même... Il est réellement réhabilité, y compris au sein de la population russe. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Il faut voir le rouleau compresseur de la propagande qui se déverse sur cette malheureuse population russe, hein, que ce soit la télévision, les journaux, les discours de Poutine, etc. Et puis surtout, l'élimination de tous les gens qui, eux, font cette histoire, en particulier Mémorial. C'est tout à fait étonnant de voir un régime qui interdit les gens qui font le travail. Hein, je vous ai apporté ici un livre justement de Mémorial. Hein, voilà vous voyez l'épaisseur du livre. Hein, c'est une espèce de dictionnaire de tous les bourreaux de la police politique des années 30, qui ont fait la Grande Terreur, etc. Hein, voilà, ça c'est le travail de Mémorial. C'est même pas un travail de mémoire, c'est un travail d'histoire qui présente à toute la population russe. Voilà les gens qui ont fait les crimes. Eh bien, c'est justement ces historiens qu'on va persécuter, qui sont en prison, qui sont en exil. Donc voilà, là il y a un vrai problème, si vous voulez, sur la nature du régime. Personnellement, je considère qu'on est dans une espèce de réactivation du modèle totalitaire, même de basse intensité. Hein. Il n'y a pas de grands massacres, etc. Encore que les Ukrainiens, eux, ils payent le prix. Hein. Mais là, il faut bien dire que la population russe, quel est son moyen de s'informer, de savoir ce qui se passe, sur son histoire, sur sa propre histoire. Poutine est en train de faire réécrire tous les manuels scolaires.
quand même très important, ça. Hein, les petits Russes de 10 ans, ils vont maintenant apprendre une histoire qui n'a pas grand-chose à voir avec le travail qui est fait par les vrais historiens. Donc, on est vraiment dans un retour en arrière, très clairement, et qui s'aggrave presque continuellement à cause de cette guerre en Ukraine. Parce qu'évidemment, comme M. Poutine a raté son opération, il se radicalise un petit peu tous les jours. Il est dans une fuite en avant, évidemment. Andrei Kosovo, justement, bon, Stéphane Courtois a un peu défloré d'une certaine manière la réponse, mais bon, quelle forme elle prend, cette réhabilitation de Staline, dans les livres scolaires, dans les colloques, dans ce qui peut être dit ici, et pourquoi a-t-elle le taux de popularité, si je peux employer cette expression, concernant Staline aujourd'hui en Russie? Alors Stéphane a mis le doigt sur quelque chose de très très important. Le lien entre restalinisation ou néo-stalinisation, oui. néo-stalinisme, Oui. et les ambitions impériales, militaires du régime poutinien. C'est très important. Ça ne date pas de la guerre en Ukraine. Ça ne date certainement pas de 2022, ni de 2014 avec l'annexion de la Crimée, même si, à partir de 2014, on insiste à une amplification de cette néo-stalinisation du régime. On considère que ça commence vraiment à la fin du deuxième mandat de Vladimir Poutine, dans les années 2007-2008, et notamment avec la guerre en Géorgie, au tout début de celui qui a été un peu le sidekick, comme on dit en anglais, de Poutine, c'est-à-dire Dmitri Medvedev. C'est avec cette guerre, qui a coïncidé avec aussi un réveil mémoriel chez les voisins de la Russie, il faut en parler aussi, parce que c'est une dynamique européenne et internationale, notamment l'Ukraine, la Pologne, les pays baltes, où il y a eu un réveil mémoriel, où il y a eu aussi des lois mémorielles qui ont été votées. Donc tout ceci, si vous voulez, constitue un cocktail qui fait que cette néo-stalinisation du régime poutinien a pris des tours absolument incroyables. Et encore une fois, le lien avec la guerre, parce que tout ceci, ça sert à quoi? Ça sert à bourrer le crâne des jeunes Russes. Vous avez parlé des sondages d'opinion qui ont vu les taux de popularité de Staline passer la barre des 50%. Hein. Voilà. On considère, je cite ici l'Institut Levada qui fait autorité, en tout cas qui faisait autorité avant la guerre, parce qu'aujourd'hui c'est difficile de faire confiance aux sondages, bien sûr. Donc l'Institut Levada dit que ce sont surtout les jeunes qui ont cette image positive de Staline aujourd'hui. Et c'est ça le plus inquiétant. Alors, je pense que, on a évoqué quelque chose. Et ce sera le mot de la fin. Hein. Oui. Alors, cette dimension impériale est très importante. Et je pense qu'il y a encore un mot qu'on n'a pas utilisé et prononcé aujourd'hui, c'est le mot puissance de l'État russe. Et en fait, c'est une sorte de puzzle qui s'assemble où on retrouve dans ce puzzle la figure de Staline, le silence sur les répressions ou la justification des répressions parce qu'on les présente comme étant nécessaires pour assurer la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc tout ce puzzle, il est construit pour à la fois appuyer la puissance de l'État russe aujourd'hui et pour présenter en fait toute l'histoire russe comme étant une histoire d'un État puissant où la nécessité de cette puissance, finalement, excuse et explique tout. Il y a la notion d'hôtel de la patrie, comme on dit en russe, et en fait, sur cet hôtel de la patrie, il n'y a pas de sacrifice qu'on ne pourrait pas faire, parce que c'est nécessaire pour que l'État soit puissant face aux voisins qui sont présentés comme étant toujours éternellement hostiles et nuisibles. Et aujourd'hui, la boucle est bouclée avec la guerre contre l'Ukraine et avec ce nouveau affrontement avec le monde occidental. Ce sera le mot de la fin, malheureusement, parce qu'on aurait voulu passer évidemment beaucoup plus de temps avec vous trois pour parler de cette impossible déstalinisation. Hein, après ce documentaire, où vous étiez le conseiller historique, et après cet échange sur ce plateau de Débat-Doc, un grand merci évidemment à tous les trois. La réaction de nos téléspectateurs, ça sera sur #Débat-Doc. Vous pouvez d'ailleurs réagir à ce que seront ces réactions. Merci à Félicité Gavalda, Victoria Bellé, qui, comme à l'accoutumée, m'ont aidé à préparer cette émission. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain Débat-Doc. Ça sera à la même place, à la même heure et toujours, bien sûr, avec son documentaire et son débat. À très bientôt.